nickel. Et c'est le bordel, on est 700 et quelques. Et c'est un bordel, on a 35 minutes de retard, on aurait dû rentrer il y a 35 minutes dans la waiting zone. Mais voilà, on va se diriger doucement vers la moto et on se retrouve sur le départ. Allez, à toutes. Les gars, bienvenue et merci de regarder la vidéo. Vous l'avez compris, j'ai eu un problème de micro durant tout cet Enduropal et franchement, je suis dégoûté. On avait moyen de faire des images de fou, on en a quand même fait, mais sans son et sans le bruit de cette 500, c'est vachement moins drôle. Je vous laisse vous diriger avec moi sur la grille et on se retrouve derrière l'élastique. Ça y est, on est enfin derrière l'élastique. Ça n'a pas été simple d'arriver jusqu'à là puisqu'il y a eu pas mal d'embûches. Très sincèrement, ça a été un moment super stressant. On va le voir aussi notamment durant la course puisque au début de course, je pensais à nettoyer la GoPro. Puis au final, j'ai oublié. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour vous présenter qui j'ai à côté de moi. Et on se retrouve avant le départ. Pour faire les présentations, à ma gauche, ici même, Arnaud Demester, 7 fois vainqueur du Touquet, les gars. Donc 1995, 96, 98, 2002, 2005, 2007 et 2008. Autant vous dire que j'avais pas la pression, mais j'avais quelques titres de vainqueur sur ma gauche. À ma droite, ici, on va pouvoir apercevoir Adrien Van Beveren, numéro 1. Lui, 3 fois vainqueur de l'Enduropal, 2014, 2015, 2016. Et tout frais revenant du Dakar. Après une 3e place sur cette mythique course du Paris-Dakar. Pour faire un point sur la liste des engagés, les gars, et de vous citer un peu les tops qui participaient à cette Enduro Vintage, on peut notamment compter sur la présence de Tom Pages, donc Arnaud Demester, on l'a déjà dit, Maxime Jeanne, Thierry Bétis, Jean-Claude Mousset. On avait aussi Léandre Chauviré qui a fait le championnat de France Vintage cette année avec nous et de nombreux autres pilotes. Je n'ai pas regardé exactement le classement exact, mais c'est vrai qu'on avait l'honneur d'avoir quand même pas mal de bons pilotes et un très très gros palmarès sur cet Enduropal Vintage. Et les gars, on y est, H, moins 20 secondes, ça va bientôt partir. Je vous laisse le départ et on se retrouve après. Les gars, ça y est, c'est parti. Donc, on a vu le garde-boue d'Adrien Van Beveren sur ma droite, Arnaud Demester sur ma gauche, Tom Pages, Thierry Bétis, Félix Faure avec son numéro 11. On voit Maxime Carlier avec son numéro 3, il me semble, juste devant. Et on voit Vincent Cambier déjà qui s'envole. Il avait une moto qui marchait grave. On est vraiment lancé, fond de 5 dans la ligne droite. Cette année, c'était vraiment cool puisque je ne suis pas parti dans le pack et donc j'avais pas de projection. Hormis Vincent Cambier qui avait déjà pris une large avance sur cette ligne droite, je me suis décalé un peu et j'avais vraiment champ libre toute la ligne droite. On est dans le premier virage, pour le coup, all shot de Vincent Cambier. Je pars deuxième. Il me semble qu'Adrien Van Beveren était vraiment parti loin sur ce départ. On doit avoir dans les 5 premiers Tom Pages. Et là, c'est parti pour aller chasser Vincent Cambier devant, qui est un ancien très bon connaisseur, multiple participant de cet Enduropal, notamment avant sur la catégorie élite, et qui maintenant est venu sur la catégorie vintage se faire plaisir. Les quelques secondes d'avant m'ont vraiment fait délirer, les gars, puisqu'on m'entend vaguement gueuler sous mon casque, mais vraiment, ces premiers tours, j'étais comme un dingue. C'était un plaisir de ouf. Et sincèrement, je dirais pas que j'avais la pression. Effectivement, on peut pas le nier. Et je pense que chaque participant qui vient mettre les roues sur cet Enduropal ne peut pas dire qu'il vient pour rien faire, puisque que ce soit moi, Adrien Van Beveren ou un autre, on est très compétiteurs. Et c'est vrai que ça me tenait à cœur cette année de potentiellement pouvoir le battre sur ces terres et de me faire plaisir surtout.
Vous avez pu le voir, on a pris la tête et bon, sincèrement, hyper euphorique et trop content. C'est juste simplement pour vous transmettre le plaisir que je peux avoir à rouler sur ces motos, les gars. C'est des 500 ACR, c'est des motos emblématiques. Ça marche grave. Regardez, il y a un monde de fous malades. Et ben, c'est du kiff, on se fait plaisir. Là, on arrive dans une série de vagues qui n'a pas été simple toute la course. Donc, premier tour, j'ai réussi à faire vraiment double-double comme il le fallait, sauf les deux dernières. Puis après, on va partir vraiment pour un premier tour très rapide et surtout bah, seul. Donc là, c'est vraiment du pur plaisir. Je vous mettrai le lien dans cette description de vidéo avec la course complète, filmée de l'extérieur évidemment, si vous souhaitez la regarder. Franchement, la réalisation a vraiment été top. Jérôme Ramos qui a réalisé donc justement tout ce live sur cette Enduropal a vraiment géré le truc comme d'hab, comme à son habitude, trop bien. Et c'est vraiment un régal de pouvoir avoir des souvenirs tels que celui-là. Pour aller dans l'anecdote, les gars, en fait, si vous voulez, quand on est arrivé, déjà, on a attendu super longtemps avant le départ. On a eu 40 minutes de retard donc avant de pouvoir accéder à nos motos, puisque nos motos, il faut savoir que sur l'Enduropal, vintage, comme quad, comme jeune, comme n'importe quelle catégorie de cette Enduropal, on met notre moto en parc fermé. Donc nous, cette année, c'était le matin pour le matin. D'habitude, c'est la veille pour le lendemain. Et cette année, donc, on est rentré super en retard dans la waiting zone, là où on avait notre moto qui nous attendait pour la course. Et donc déjà, moi, j'étais vraiment sans pression, sans prise de tête. Je suis arrivé super loin derrière, je devais être dans les derniers par là. Et sauf qu'il ne pouvait pas retarder le départ de la course. Et en fait, ça a un peu mis l'embûche et ça a créé un énorme engouement autour des motos. Surtout au niveau de l'ouverture de la grille. Et en fait, pour vous raconter vraiment ce qui s'est passé, j'ai eu énormément de chance puisque ce matin, donc le matin de la course, j'avais pensé, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne le fais jamais, à mettre une paire de lunettes dans ma sacoche banane que je mets autour donc, de ma taille. Et donc on arrive à la moto, j'essuie mes commandes, j'avais pris une petite serviette puisqu'il pleuvait un peu, on peut le voir sur la GoPro. Donc pour essuyer mes commandes, ma selle, enfin tout ce qui s'ensuit, je pose mes lunettes dans ma petite poche sur ma moto et en fait quelqu'un tape dans ma moto. Le sachet de lunettes tombe par terre et je casse mon boîtier roll-off. Et là vraiment ça a été une galère. Donc je me rends compte que c'est cassé, je le donne gracieusement au mécano d'Adrien Van Beveren qui était sur ma droite, qui l'a gentiment d'ailleurs ramené à mon stand durant la course. Là, le directeur de course me dit « Allez, hop, on part sur le convoi, il faut aller au départ, on n'a pas le temps, il faut y aller. » Donc déjà, ma moto a un petit peu galéré à démarrer, j'étais un peu en stress, la moto démarre. Et là, on part pour le convoi, donc pas de lunettes, la sacoche devant, je l'avais retournée pour essayer de prendre une paire de lunettes et au final, j'ai complètement galéré. Donc déjà, ça a un peu mis dans le mood, tout ça posé par-dessus le peu de stress que j'ai, parce que savoir que ce soit une course amateur, une course professionnelle, un grand prix, un championnat régional, national, tout ce que vous voulez, j'ai tout le temps du stress. Et j'arrive à enfiler une paire de lunettes tant bien que mal avant de rentrer sur la plage et on s'est dirigé ensuite par la plage. Mais ça a vraiment mis un gros coup de pression et je pense que c'est ce qui m'a un peu fait perdre le fil pendant cette course, notamment aussi au niveau de la GoPro, parce que vous allez pouvoir le voir les gars, j'oublie pas mal de fois de nettoyer ma GoPro. Voilà, donc c'était un peu chiant. Heureusement avec l'humidité ça se nettoie à peu près et on peut voir un peu d'image, mais voilà, ça n'a pas été aussi clair, simple et facile que les épreuves précédentes. Donc ça y est, on vient de presque boucler le premier tour puisqu'on revient sur la ligne de départ. On a pu l'entendre précédemment dans l'audio de la GoPro. Il y a beaucoup de monde sur le retour et là on rentre vraiment les gars dans l'enfer du Touquet. À savoir qu'on est 700 mais on fait la moitié de la piste. Donc dans l'autre catégorie, donc en catégorie élite, ils sont 1500 par là, mais la piste fait quasiment le double. Donc sur le ratio, on est à peu près pareil. Ok. Donc là les gars, il va
contrôle l'arrêt. Vigilant. Parce qu'on arrive dans le trafic. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On le voit. Alors, ça zigzague dans tous les sens. On a des pilotes normaux, des pilotes déguisés, des mecs qui essayent de redémarrer, des mecs qui ont certainement cassé. Et en fait, à ce moment-là, il faut surtout utiliser sa tête plus qu'avoir envie d'aller vite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre de percuter quelqu'un. Donc, non seulement déjà pour ne pas le blesser, et surtout pour ne pas abîmer la moto, parce que la course fait 1 heure, donc comme sur tous les autres CFS Vintage. Mais là, on a plus de chances vraiment de connaître du malheur durant la course. Je voulais prendre le temps de parler d'un sujet qui revient énormément ces dernières semaines, ces derniers jours en commentaire, puisque je suis ancien pilote, je dis toujours pseudo parce que j'ai pas une carrière à faire tomber par terre, mais je suis un ancien pilote qui a été professionnel dans le domaine et les gens ne comprennent pas pourquoi je viens faire du CFS en vintage alors qu'apparemment c'est une catégorie pour les mecs plus âgés. Alors les gars, pas du tout, on part du principe que le CFS vintage c'est vintage, pas vétéran. Donc, on est sur des vieilles motos. On n'est pas sur une course de vétérans. Vétérans, c'est des personnes âgées. Du vintage, c'est des motos âgées. Pour ma part, j'ai un 500 CR 91. Bon, évidemment équipé, mais à l'époque, on pouvait déjà équiper ces motos-là. J'ai des suspensions d'origine, fourche comme amortisseur. Sur la fourche, j'ai simplement fait une rénovation. Il n'y a pas de pièces de 2023, 2022 ou même 2021. Gobi Racing a fait un travail dantesque, les gars. D'ailleurs, si vous avez une vintage ou même une moto récente et que vous voulez vraiment avoir une performance et un esthétique, n'hésitez pas à foncer chez lui. Gobi Racing sur Instagram, Gobi Racing sur Facebook. Et je mettrai le lien de ses réseaux dans la description de cette vidéo. Et donc oui, pour en revenir, ma moto est strictement d'origine, hormis le pot, les carters, mais ça c'est des choses qui existaient déjà à l'époque. C'est pas des valeurs ajoutées à la moto, c'est surtout voilà, de la pièce un peu tuning, si je puis dire. Et il n'y a rien d'autre, quoi, tout simplement. Les pots à rondelles, ça existait déjà à l'époque. Et je suis persuadé que les 500 CR HRC de l'époque marchaient beaucoup mieux que ma moto actuelle, même si ma moto aujourd'hui, elle est super performante. Mais on n'a aucune pièce performance de l'usine sur ces 500 CR. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas les motos les plus puissantes qu'il y a eu sur des 500 CR tout simplement. Les gars, pour en revenir au sujet, je me suis inscrit à ce CFS Vintage et je fais ce CFS Vintage et le Touquet notamment parce que y a une vraie ambiance tout simplement. Alors justement, on en vient, on est avec des vétérans. Les 3/4 sont des vétérans, il y a un peu de jeunes, de plus en plus de jeunes d'ailleurs, on peut le voir. Et j'incite tous les jeunes qui kiffent et qui aiment les vieilles motos, que ce soit du CR, du YAM, du Kawa, ce que vous voulez, les gars, venez, inscrivez-vous. C'est une vraie aventure humaine, vous êtes et vous partagez ça avec des gens normaux, des gens lambda, des gens comme vous. Et ça, c'est génial. Et justement, c'est ce qui m'a plu. C'est-à-dire que cette intégrité dans cette catégorie, cette simplicité entre concurrents, et ça, c'est vraiment génial. Alors, effectivement, il y a toujours cet esprit de compétition, mais écoutez, on est tous là pour un objectif, c'est-à-dire faire de la moto. On y investit tous du temps, de l'argent, et c'est normal qu'on veuille un résultat derrière tout ça. Même si ce n'est pas l'objectif premier, on a tous cet esprit compétition. Donc cet esprit compétition, on est en compétition, donc on l'aura toujours quoi qu'il en coûte. Mais on a une vraie simplicité de par la communauté vintage et de par le fait qu'on partage la même passion pour ces motos anciennes, ce bon bruit du deux temps et ce bon bruit, cette bonne odeur d'huile brûlée. Et c'est ce qui nous fait tous rêver. Et moi, c'est ce qui m'a un peu fait pencher pour venir dans cette catégorie-là, puisque comme je l'ai dit précédemment, je prenais plus de plaisir à faire
du motocross à niveau professionnel et j'avais besoin de ça et ça m'a vraiment fait du bien. Faut surtout noter les gars que je me suis pas senti réexister parce que j'ai gagné les CFS Vintage ou parce que j'ai gagné 5 courses dans l'année. Non, pas du tout. Évidemment, grâce à mon niveau, j'ai l'opportunité de remporter ces courses-là. Et je vais faire une remarque qui n'est pas une critique, évidemment, c'est à prendre honnêtement et avec de la légèreté. Vous m'excuserez, mais moi, quand Adrien, qui est un pilote que je respecte de par sa carrière, de par ce qu'il fait sur le Dakar, parce que c'est des choses qu'il faut faire, quand tu casses un moteur la veille de la course et que tu fais pieds et mains pour que la moto fonctionne, tu viens là pour un résultat. Tu viens pas là pour poser du parquet. Donc à un moment donné, tout est relatif. Tu peux venir et avoir envie de gagner ta catégorie tout en te faisant plaisir, mais c'est pas parce qu'on gagne cette catégorie-là que forcément on se sent exister et qu'on se sent important. Non, moi j'ai réussi à gagner certaines courses à haut niveau. J'en ai perdu pas mal, j'ai perdu des titres aussi, notamment des titres de champion du monde junior. Et aujourd'hui je l'ai accepté et je suis OK avec ça, il n'y a pas de problème. Je viens faire de la moto parce que j'aime ça. Les gars, à un moment donné, je vais pas venir faire le CFS Vintage et vu que je suis un ancien pro, je vais dire « Ah ben non mec, traîne-toi s'il te plaît, laisse les autres gagner parce que si tu gagnes, ça va pas être bien perçu. » Bah non les gars, je laisse juste exprimer ce que je sais faire et je fais ce que je sais faire de mieux, je pense, c'est de la moto, du moins dans ma vie. Donc voilà, moi je prends cette expérience comme un réel plaisir et je suis pas là pour gagner, pour la fame, pour les followers, je suis pas là pour tout ça. J'en profite par la même occasion pour vous faire partager cette aventure avec moi à travers des vidéos GoPro, des vidéos Inside, de vous montrer comment ça se passe, d'être un ancien pseudo-pro qui s'en va dans une catégorie complètement différente, dans un monde complètement différent. Puisque la préparation du vintage, les gars, moi je ne le prépare pas. Je roule de temps en temps parce qu'il faut que je fasse rouler la moto, il faut faire des tests quand même pour pas casser le moteur. Le but c'est pas non plus de tout flinguer et que ça nous coûte les yeux de la tête. Mais je fais 10 fois moins de sport et d'entraînement qu'avant. Pour vous dire, j'ai gardé 2 motos récentes et c'est mes 2 motos de l'année dernière qui vont me servir encore cette année tellement que j'ai pas fait de moto. Donc à un moment donné, il ne faut pas se faire de plans sur la comète, il ne faut pas avoir un avis alors qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Et je pense que ce soit moi ou que ce soit un autre, il faut vraiment respecter le chemin de chacun et juste apprendre à connaître les gens tout simplement. Alors effectivement, je roule encore. Je ne vais pas dire que je ne roule plus et que je ne fais plus de moto, que ça ne m'intéresse plus, mais je roule à un rythme différent d'avant et j'estime que j'ai pas besoin d'acheter des motos neuves pour faire 40 heures de moto dans l'année ou même 50 heures. À un moment donné, il faut être relatif. Je vais quasiment plus faire de compétition au niveau, hormis tout ce qui est cross inter et course. Donc moi, j'ai envie de faire, mais je me donne plus d'objectifs en mode, voilà, cette année, on va atteindre l'objectif d'être vice-champion de France ou champion de France ou 3e du championnat de France ou dans le top 5, peu importe, non. Donc vraiment, je garde la tête sur les épaules à ce moment-là et je fais juste simplement ce qui me plaît. Aujourd'hui les gars, on a vraiment une catégorie vintage qui est en pleine effervescence. À savoir qu'au début et à la création de cette catégorie, il y avait entre 60 et 90 inscrits et aujourd'hui au Touquet notamment, on se retrouve à 700 derrière la grille, ce qui est complètement énorme. Et je pense même que l'organisation doit refuser certains participants puisque je pense qu'au niveau de la logistique après, et tout ce qui s'ensuit, c'est même pas possible d'accueillir autant de personnes. Il y a réellement une vraie importance à garder cet esprit détente et jovial du vintage et de ne pas intégrer cette partie compétition et vous savez cette malsainité qu'il peut y avoir dans différents championnats de qui sera le meilleur, qui aura le meilleur résultat, qui va gêner qui pour empêcher à l'autre de performer. Non, ici, et c'est moi ce qui m'a séduit dans cette catégorie, c'est vraiment l'intégrité de chacun et la simplicité surtout. Et de voir que chaque week-end, je venais et je repartais avec la banane. Et ça n'a pas de prix. Et c'est vraiment ce qui m'a fait un peu pencher vers ce championnat. Et il n'y a vraiment aucune lueur, aucune once de dire tiens, je vais aller au vintage parce que je ne gagne pas... à cette course-là ou à cet endroit-là, alors je vais aller là-bas, je vais gagner. Non, pas du tout.
Les gars, l'année dernière, je suis venu au Touquet Vintage. Alors oui, j'avais pas de moto correcte. Ma moto, voilà, elle était bien, mais c'était pas non plus un truc de ouf. Elle n'était pas adaptée pour moi, elle n'était pas préparée par mon équipe. Et je me suis fait laver le cul par Adrien, tout simplement. Je finis avec, je sais plus, 1 minute 45 ou 2 minutes. Et je me suis fait laver le cul. Mais j'avais quand même la banane quand je suis reparti parce que j'ai kiffé ce que j'avais fait. Et bon, voilà, cette année, je fais que ça. Je fais que ce championnat-là. Je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai mon 500 que Patrice Quentin me prête gentiment. Il m'a dit, bon, voilà, tu fais ce que tu veux dessus. J'ai dit, bon, je vais me préparer mon 500 tel que je le conçois. Donc, c'est ce que j'ai fait et je ne le regrette pas puisque aujourd'hui, j'ai passé 6 épreuves cette année, les gars. Vraiment génial et j'ai pris un énorme plaisir. Donc voilà, c'était un peu pour clôturer la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce championnat vintage et que vous puissiez aussi comprendre pourquoi je le fais. Bon, on aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec mon avis, mais bon, il faut tout pour faire un monde. Moi, ça me régale parce que même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, ils parlent de moi, donc forcément, ça me donne de la visibilité, sincèrement. Et j'adore faire ce que je fais. J'ai aussi décidé, à travers ce championnat vintage, de vous faire partager en intégralité, que ce soit les courses, que ce soit les préparations, ce que je fais pendant mon week-end. Et je trouve ça super cool, du moins c'est mon avis, sinon je ne le ferais pas, de pouvoir partager ça avec des gens qui potentiellement ne peuvent pas s'offrir ce plaisir-là ou qui aimeraient découvrir ce qu'est la vie d'un ancien pro dans une catégorie amateur, enfin tout ça, vous voyez. Donc voilà, moi c'est vraiment par pur plaisir que je fais ça, parce que je pense donner du plaisir à beaucoup de personnes en faisant ça, notamment à mon entourage, à mes partenaires les plus proches qui font ce CFS Vintage avec moi, mais aussi à tous ces internautes-là qui prennent plaisir à regarder ces vidéos, puisque même si j'ai des commentaires négatifs et des retours négatifs, j'ai énormément de retours positifs, et ça je pourrais jamais remercier assez les personnes qui me tirent vers le haut à faire ce qu'il me plaît, et surtout le faire avec passion et joie et bonne humeur. Et ça c'est pareil, c'est une chance inestimable que j'ai d'avoir des gens comme ça qui me suivent de cette manière-là. Il est l'heure de vous prévenir les gars, mais c'est l'un des derniers tours de cette vidéo, puisque par la suite, j'oublie complètement de nettoyer ma GoPro au fil des tours. Là, je vais vous amener avec moi jusqu'au ravitaillement, qu'on va très peu voir puisque la GoPro va être beurrée de sable. Et puis par la suite, il m'est arrivé une petite péripétie, c'est que quand je suis reparti du ravitaillement, un peu dans l'euphorie, lunettes propres, tout était bon. Je veux continuer à mettre du rythme, et sauf que je me mets une cabane d'enfer dans les vagues. Je tombe sur la tête. Donc je fais un faceplant tout simplement. Donc mes roll-off qui étaient toutes neuves, juste changées au ravitaillement, deviennent complètement flinguées parce que le sable, il y en a partout, ça colle, le sable est humide. Et en plus de ça, je tombe sur la tête, donc ma GoPro a baissé. Et à ce moment-là, on ne voit plus rien puisque la caméra est dirigée vers la visière. La course continue et le trafic s'intensifie. On rentre vraiment là dans la période où tout le monde va plus ou moins s'arrêter au stand, faire le ravitaillement, boire un coup pour certains, manger un peu pour d'autres. Et là, du coup, en fait, tout le monde se retrouve dans un espèce de groupe. Et à chaque fois, à chaque course, c'est un peu comme ça, avant les 30 minutes, on retrouve beaucoup de monde sur la piste. Et à ce moment-là, il faut vraiment faire super attention. Comme on l'a dit au début de la vidéo, au retardataire, faire attention de ne pas percuter de moto. Et là, on rentre dans une zone où il faut gérer quand même le matériel, notamment la moto, les lunettes. Et c'est vrai qu'à cet Enduropal cette année, on n'avait pas un avantage niveau météorologique, puisqu'on avait pas mal d'humidité, une petite pluie fine qui a tombé quasiment les 3/4 de la course par intermittence. Et c'est vrai que ça a pas mal endommagé les lunettes, et cela pour beaucoup de pilotes. Ça y est, on est sur le dernier retour avant la fin de cette vidéo. Les gars, merci beaucoup de m'écouter en tout cas. C'est vraiment cool que vous soyez encore ici.
à ce stade de la vidéo, malgré les inconvénients de son qui ne sont pas forcément très agréables. J'ai essayé de faire au mieux puisque j'ai eu beaucoup de demandes pour sortir ce contenu. Malheureusement, voilà, je suis un peu déçu de ce que j'ai à vous offrir, mais ça me tenait à cœur de le faire puisque vous me suivez depuis le début, vous l'avez demandé, j'ai essayé de sortir le meilleur de ce que j'avais et de ce que j'ai pu enregistrer. Et en tout cas, j'espère que le peu que j'ai pu vous offrir vous plaira. Les gars, on arrive à un moment de la vidéo où j'ai filmé un énorme crash. Regardez un peu plus loin au fond. Un mec tape la moto d'un autre et il vole complètement. Ils se sont éclatés. Tant bien que mal, personne n'a eu de bobo et heureusement. Mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer là cette image qu'il faut être super vigilant durant toute la course, que ce soit dans n'importe quelle catégorie de cette EnduroPal, puisqu'il y a énormément de participants. Donc si vous venez à le faire, faites attention, soyez prudent et surtout soyez super smart. Roulez avec la tête et pas qu'avec la poignée de gaz. On est sur la fin de la vidéo les gars, mais aussi on est à la fin du championnat et de la saison sable 2023-2024, saison qui a été vraiment géniale. Je me suis régalé à bloc, j'ai repris goût à cette compétition, j'ai rencontré des personnes géniales, extraordinaires. Des personnes qui me font évoluer aussi à chaque compétition, qui m'apportent leur expérience et ça c'est vraiment irremplaçable. Qui dit fin de la saison sable dit forcément plus de vidéos GoPro les gars, mais j'ai dans mon sac toujours plus d'un tour et j'ai des idées de contenu à vous proposer qui devraient vous plaire, du contenu sérieux, du contenu moins sérieux, mais je pense qu'on a de quoi s'occuper et surtout s'amuser. Moi ça me fait plaisir en tout cas de vous partager tout ça. Si vous avez toujours des idées, si vous avez envie de voir certaines choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous apporter le contenu de vos envies. Donc voilà. Je profite de ces dernières secondes les gars pour vous remercier de m'avoir regardé. Je vais en profiter aussi pour remercier les personnes qui ont contribué à cette super saison de sable. Je pense notamment à mon père, à Patrice Quentin, Gobi Racing qui m'a fait un jeu de suspension incroyable pour cette 500, Hippon Lube qui a été d'une aide incontestable tout au long de la saison, Guillaume Dallery de FMX Vortex qui sont les équipementiers lunettes et tenues les gars, le MCPI des Olonnes qui me finance ma licence cette année mais qui organise aussi une course spécialement dédiée aux jeunes au mois d'août. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à rejoindre le site pour éventuellement vous inscrire s'il reste encore de la place, mais c'est une course super prisée. 12 Design qui m'a fait des super décos, LF Motorsport, M-Design qui m'a fait des peintures de casque vraiment géniales, Keo Coaching, IDMX, Nicolas Rondeau qui m'a fait des moteurs de fou malade, RXR Protect qui me protège au niveau du plastron et l'Esprit Cycle qui me fournit un vélo chaque année pour que je puisse un minimum m'entraîner. Je vous laisse sur ces quelques images du ravitaillement. Je vous remercie encore tous une fois pour le soutien et les retours positifs comme négatifs que vous m'avez apportés et je vous dis à très vite. Ciao ciao.